Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va faire très rapidement. Vincent, je vais passer la main. Donc, trois temps aujourd'hui, hein, une intervention sur des informations plutôt à connotation régionale, même si elles se retrouvent au niveau Oui. national. Donc, l'intervention de Vincent Liébar, qui va démarrer, se présenter et démarrer. Et puis, ça sera suivi à 14h30. Deuxième intervention de Barbara Friedman avec des notions ou une approche un petit peu plus supraterritoriale au niveau, on va dire, métropole. Et puis un dernier temps d'échange. Voilà. On se met dans des règles relativement simples. Vincent va dérouler. Vous avez des questions, vous les mettez sous le chat. Je pense qu'on sera plutôt dans une prise de parole directe, mais voilà, ou alors je les reprendrai. On va se donner de la souplesse, hein, par rapport à ça. De toute façon, je pense que ça marchera bien. Mais voilà, on fait le déroulé d'intervention, chat en cours d'intervention, et puis ensuite peut-être un échange un petit peu plus direct à la fin de l'intervention de Vincent, et on fera de même pour Barbara. Voilà, Vincent, je te passe la parole. Merci beaucoup. Euh, pour la plupart d'entre vous, on s'était vu le 10 décembre 2020. C'est la dernière fois où on était intervenu. Alors, je pense que c'est le même public, hein, tu me confirmes? Oui, c'est ça. On avait parlé LIDAR, c'est pour ça que je vais passer un peu plus rapidement sur les notions de base du LIDAR. On n'avait pas parlé de l'ouverture des données parce que c'est en 2021. Donc, début 2021, c'était c'est une date quand même où, comme Météo France a ouvert en 2024, ces stations-là, l'IGN avait ouvert au 1er janvier 2021. Donc, ces données, dans l'idée de travailler ensemble, de mutualiser, d'avoir des données, des jeux de référence. Voilà, donc ça, on ne s'est pas vu depuis et ça change un peu les choses parce que quand on ouvre les données, après, pour connaître les usages, ce qu'on en fait, c'est un peu comme si j'étais derrière un bar à cacahuètes et que tout le monde allait se servir et qu'on me demandait plus, qu'on me demandait plus rien du tout, qu'on allait se servir et qu'on circulait. Et ça, effectivement, ça change les choses par rapport à la posture. Et on peut se poser la question sur le financement de l'hygiène aussi, comment l'hygiène vit avec ça, puisque tout est ouvert maintenant. Et donc, ce site des géoservices est libre, ouvert. Pour le Scan 25, il y a juste à se connecter, avoir un compte pour avoir, parce que le Scan 25 est sous licence IGN et le Scan 100. Toutes les autres données sont en données ouvertes. Et donc, je fais juste un focus sur ce portail parce que je vois que l'écran, vous avez ici bascule, un onglet qui n'est pas dans mon écran ici. Et ce bascule, c'est important. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais on va en parler tout à l'heure. Voilà. Et donc, l'ouverture des données fait qu'on n'a pas forcément de traçabilité ou de suivi des utilisateurs. Et c'est pour ça que ces interventions, grâce à Jean-François, on les fait maintenant via des têtes de réseau, quelque part, via des entrées thématiques. Et ça me semble très important de garder ce lien pour savoir, pour discuter ensemble. Donc, je vais passer assez rapidement. Je vais vous mettre beaucoup d'informations, peut-être à disposition plus que pour garder un temps d'échange quand même. Voilà. Alors, l'ouverture des données, c'est effectivement grâce aux grands projets qu'on est financé, des projets qui coûtent 17 millions, 60 millions pour l'IDAR, France entière, pour l'ECS Nouvelle Génération, on va en parler, pour la géoplateforme. Voilà, c'est des budgets qui donnent l'impression que l'hygiène est riche, parce qu'il y a une montée en charge du volume de la tâche, mais aussi des finances. Et en même temps, un enjeu, c'est de réaliser ces programmes en 5 ans. Et donc, avec des notions de volumétrie, des notions de calendrier, de réponse aux besoins, de participation des régions, on va en parler aussi. Voilà. Et derrière ça, il y a des enjeux de coopération, des enjeux de faire des cartes le plus rapidement possible pour répondre aux enjeux écologiques. Et donc, essayer d'automatiser encore plus la carte
Il y a un projet Inca qui est d'automatiser le scan 25 notamment. Donc en faisant des différentiels grâce au LIDAR, grâce au satellite. On parle de mix technologique, ça veut dire essayer d'avoir des acquisitions satellites, aériennes, peu importe finalement sur un département, avoir le plus rapidement possible la donnée et même sur commande. Alors, voilà ces grands projets, j'ai mis en rouge quelques-uns, c'est par exemple la coopération entre acteurs, essayer d'alimenter des communs, on va en parler, avoir une élaboration d'un jumeau numérique France entière, c'est la suite du LIDAR. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jumeau numérique, on peut juste vous donner juste un aperçu du jumeau numérique. Alors, hop, terme, ça ne marche pas avec... mais je ne sais pas si vous aviez déjà eu ce lien. C'est un... Je vous le laisserai découvrir. C'est l'Aude qui a fait son jumeau numérique. Le territoire de Belfort est en train de le faire. C'est une maquette 3D du territoire et qui est en cours de constitution dans les départements qui se sont lancés. C'est à l'échelle d'une ville. Quand vous faites Bing, Big Map, vous allez sur Annecy, vous allez sur Nantes, vous allez sur... Et quand vous zoomez sur ces villes, vous verrez qu'il y a le jumeau numérique qui apparaît et vous pouvez visiter la ville en 3D. Voilà, une information Big Map sur Google, sur un moteur de recherche. Qu'est-ce qu'un commun numérique? Alors, c'est important, cette notion de numérique, parce que le géocommun, c'est vraiment une posture, c'est d'essayer de travailler dans l'intérêt général. À partir de données communes, on appelle ça un commun numérique, et donc essayer justement de rassembler des communautés de producteurs, d'utilisateurs, comme le RGMA, des ressources numériques pour enrichir, des règles, en sorte qu'il y ait des règles communes et, et notamment l'ouverture aussi à la donnée. Directeur général qui venait de jour à l'ordre du jour, notamment de références. Donc, national pour avoir des données les plus à jour possibles qui alimentent des référentiels. Barbara vous en parlait tout à l'heure de ces référentiels nationaux. Alors, le concept de géocommun, c'est un référentiel associé à un service. On peut dire que c'est une donnée ouverte, forcément, qui est accessible. C'est une donnée alimentée par plusieurs acteurs, communautés, dont le développement est piloté par les usages qu'on en fait. À la différence d'une donnée souveraine qui a plus une logique de destination, qui est donnée qui sert de support direct aux décisions de la puissance publique. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais je prends un exemple, c'est pas Noramax, c'est par exemple faire en sorte que Street View, ça dépende pas de Google uniquement, mais qu'on fasse des vues immersives là, j'ai vu juste à midi, entre midi et deux, là, le Grand Lyon, qui faisait ses acquisitions avec les voitures. C'est une voiture du Grand Lyon, c'était pas Google. Et ça me fait plaisir. C'est faire en sorte qu'on maîtrise un peu ces données communes d'habillage de façade et qu'on maîtrise la mise à jour, qu'on maîtrise et que ça nous sert directement. Et donc, c'est produit collectivement. Et vous irez voir Panoramax, c'est un projet national, France entière, pour faire des vues immersives et habiller ces jumeaux numériques. Alors, au-delà de l'ouverture de données, l'idée, c'est de faire des communautés, donc accompagner l'écosystème et s'en servir. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de communautés qui se créent par les plateformes Osmose. Là, sur Osmose, il y a LIDAR haute définition, il y a l'OCSGE, il y a l'Observatoire des forêts, la géoplateforme, il y a de plus en plus de clubs. Il y a par exemple le club de Lyon, en fait, 689. Il y a le club des conseils départementaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, de plus en plus de plateformes qui se proposent. Alors, on utilise, nous, Osmose, mais il y a aussi Resana et il y a aussi
pour la base adresse notamment, et expertise territoire. Expertise territoire, c'est pour les ENR. Le portail des ENR, c'est expertise territoire. Voilà. Il y a au moins ces 3 plateformes nationales qui sont finalement à regarder assez régulièrement parce que c'est des communautés d'acteurs qui proposent des discussions, il y a des replays et il y a aussi pas mal de documentation, des références, des tutos. Donc, je vous encourage à aller sur ces groupes. Alors, un petit rappel derrière la donnée, derrière l'IGN, il y a des personnes. Alors, la dernière fois en 2020, c'était Benoît Gourgan qui était le responsable territorial. Maintenant, c'est Stéphane Canalis qui était au SGAR Auvergne-Rhône-Alpes, chargé de mission transport, qui est le responsable le directeur territorial, la direction, c'est une soixantaine d'agents à Lyon. Moi, je suis en appui du directeur directement. Je n'ai pas d'équipe. Je fais vraiment le pont. Mon rôle, c'est de faire le pont entre le territoire régional et puis tous les services de l'hygiène, que ce soit à Lyon ou que ce soit à Saint-Mandé ou à Bordeaux, etc. Et donc, je m'appuie surtout sur le DATAC. Le DATAC, c'est un département d'appui territorial, d'animation du collaboratif. C'est Jean-François Burier qui est le responsable. Il y a des techniciennes et des techniciens d'études, une dizaine de personnes. Et puis, il y a les collecteurs MAGEC, donc, qui font la mise à jour en continu. Et donc, ce service-là d'une soixantaine d'agents, on est à disposition. Si vous avez des remontées à faire sur ces départements, vous faites contact numéro de département @ign.fr. Voilà, c'est un moyen de faire des remontées également à l'IGN. Alors, on va parler du géoportail et de la géoplateforme, de cette bascule. Vous avez tous utilisé le géoportail et avec ces outils propres. Alors, les outils, ça peut être des outils euh, de profil altimétrique, ça peut être les isochrones, etc. Et cet outil, finalement, ça restait un visualiseur. Et le gros changement, ça va être finalement un portail de services qui va proposer des services. Alors, vous avez tous eu des messages si vous avez un compte sur le site des géoservices sur les points d'attention à suivre, notamment pour changer les URL. Alors, il y a des sites. Alors, je ne vais pas tout rappeler, mais vous avez ces informations dans le PowerPoint où vous pouvez revenir dessus et vous avez tous les liens qui sont nécessaires pour revenir sur ces sujets. Donc, le changement d'URL qui est important, notamment les clés où il faut mettre data.gopf.fr dans l'URL, ce qui permet de passer en HTTPS, faire des chargements un peu plus faciles. Alors, vous avez plusieurs façons d'adapter votre manière pour vous adapter. Si vous avez un site propriétaire, il faut voir avec le service informatique, c'est un peu du bon sens quelque part. Mais j'ai laissé les slides pour que vous soyez un peu plus au fait pour dire dans quel cas je me retrouve. Et il y a des liens aussi avec la documentation qui est afférée à ces cas de figure. Si vous avez QGIS, où vous pouvez, il y a l'assistance, il y a des liens d'assistante que j'ai mis dans mon PowerPoint et qui permettent de vous renseigner à bon escient. Là, c'est pour le prestataire. Ben, c'est aussi, faites attention si vous dépendez de prestataires aussi, à bien les prévenir pour que votre site internet qui utilise des fonds hygiène, par exemple, soit à jour. Donc, il y a des réflexes à avoir. Ça, on ne va pas aller dans le détail, mais c'est bien de reprendre, si vous avez le temps, le site ici de la géoplateforme. Ici, je vais aller juste faire un tour. Vous avez ici, complètement à droite, alors comme j'ai les photos, voilà, débrief. Vous avez les débriefs ici, un onglet débrief, et vous pouvez revenir sur les sujets questions-réponses, sur les bascules, les temps, les cas d'usage, l'accompagnement. Voilà. Il y a suffisamment de replays finalement qui sont à votre disposition. C'est bien d'aller faire un tour si vous avez un peu de temps. J'ai ma fenêtre. Voilà.
Alors, pour la prise en main, effectivement, sur ce site, vous pouvez faire du téléchargement également, un nouveau service de téléchargement. Et donc, le site des géoservices va changer. Le site des géoservices va être intégré en fin mars, va être absorbé par macarte.gn.fr, par carte.gouv.fr, un nouveau site finalement où il y aura des catalogues et il y aura les premiers services qui vont être intégrés derrière ce site. Alors, il y a un modèle économique à suivre, effectivement, qui est pas, qui est, bon, où l'hygiène se cherche, mais on n'en a pas parlé. C'est pour ça que dans les replays, petit à petit, ça arrive. Cette consommation de données et de services est gratuite. Ce sont les producteurs de données et services qui contribuent. Et il y a un modèle qui est pour des producteurs, pour les petits utilisateurs, ce sera gratuit, à 100 gigas de données en hébergement, en proposition d'hébergement de données, et 500 gigas en données de service. Et puis des utilisateurs conséquents avec un niveau national, régional, et puis au cas par cas pour des usages. Donc il y a un modèle économique, effectivement, où l'IGN assure un financement propre, au moins à hauteur de celui consacré pour la géoplateforme aujourd'hui. Voilà. Alors, cette géoplateforme ce projet se présente en deux facettes. Une facette avec un moteur, une infrastructure qui répond aux besoins des producteurs et développeurs, et puis une interface qui s'appelle carte.gouv.fr et qui offre des fonctionnalités de visualisation, mais aussi de services. Alors, quels sont les services? C'est des données qui sont censées être accessibles à tout le monde, à tous les acteurs, mais il y aura des catalogues, il y aura des visualisations, il y aura des flux, il y aura la possibilité de traiter des données, de les entretenir, de les mettre en forme, etc. Et donc ça, c'est tous ces deux facettes qui vont évoluer avec un calendrier bien précis. Je vais vous présenter ça. Alors, si vous n'avez pas de SIG, vous pouvez, par ce nouveau projet, mettre en forme et diffuser une carte et mettre des zones, vous mettre vos propres données, si vous en avez, sur ce service, mobiliser un outil clé en main qui est déjà utilisé. Si vous connaissez ma carte, il y a possibilité de faire des cartes, si vous n'avez pas de SIG, sans avoir de base de données derrière. Mais vous pouvez rajouter des données GPX, vous pouvez rajouter des données KML que vous avez et les afficher et les imprimer et les diffuser. Si vous avez, alors, j'ai juste ma fenêtre. Voilà, pour construire si vous êtes gestionnaire de milieux aquatiques, pour rassembler des données existantes sur votre territoire sur une même carte, vous pouvez aussi définir une base de données, demander à d'autres acteurs de charger leurs données, et puis de vous appuyer sur la géoplateforme pour les agréger et permettre et diffuser les données. Si vous êtes un établissement public, vous pouvez créer votre SI métier, vos services informatiques, et du coup, utiliser les API de la géoplateforme. Donc, appuyez votre service informatique et exposé via la géoplateforme dans l'usine logicielle qui est proposée. Le calendrier de mise en place, c'est accéder aux services et données dans un premier temps, donc services de flux, de téléchargement. Là, c'est finalisé et donner, faire en sorte que la bascule, c'est ça qu'en décembre, il y avait pas mal de problèmes avec le géoportail, on sort du dispositif Oshimae du ministère et on va vers OVH, et donc les données sont migrées déjà, sont OVH, ou Cloud OVH, qui est privé. Et donc, authentification des utilisateurs pour utiliser des données privées, notamment le scan, avoir des services de géocodage, d'itinéraire, d'altimétrie. Et donc, il y a cette infrastructure qui va s'éteindre mi-mars, fin mars, pour passer sur carte.gouv. Donc, dès mars, le géoportail va s'éteindre au profit de carte.gouv.
et on va avoir une nouvelle interface où il va falloir se familiariser. Ensuite, l'étape 2, c'est une étape d'hébergement, de mise à jour collaborative, de diffusion de ses propres données. Alors, en janvier 2024, il y a un service d'entrepôt qui est opérationnel via une API. Et petit à petit, l'ouverture va être restreinte. Et donc, la capacité, en mars 2024, les services d'entrepôt seront accessibles aux utilisateurs via des API d'interface. En été, ce sera les fonctionnalités collaboratives, où on pourra directement, sur la même interface, donc ma carte va rassembler autant des catalogues, autant des services de diffusion des données et des fonctions collaboratives. Et puis, petit à petit, il y aura un enrichissement progressif de la plateforme fin 2024 avec une gestion de données 3D, dont le LIDAR, et puis mise en place de nouveaux services d'extraction, de croisement de données. Voilà. On va faire un focus sur carte.gouv.fr, cette hub d'accès. Et donc, qui aura cette présentation du site des géoservices avec la page actualité, avec des rubriques qu'on va retrouver finalement dans cette interface, et un catalogue de données avec des fiches, des jeux de données qui vont être présentés. Donc, la poche, c'est le site des géoservices, et à droite, ce sera des fiches de données qui seront présentées, où finalement on retrouvera ces données et services qui sont proposés sous forme de catalogue. Ensuite, il y aura des briques fonctionnelles et de diffusion de données sous forme de je dépose ma donnée, je crée mon flux. Voilà, c'est les premiers services. Je diffuse ma carte. Donc, les premiers services où on peut déposer sa donnée, créer son flux et diffuser une carte qui change totalement de l'utilisation de la géoplateforme. Ça devient une plateforme de service. Et puis, il y aura toujours cette interface cartographique qui succède à Géoportail, où là, c'est plus une utilisation grand public, où on peut annoter, où on peut afficher des coordonnées, on peut mesurer. On retrouve les fonctionnalités du Géoportail sur cette interface grand public. Et puis, ce qui est nouveau aussi, une interface collaborative en été pour effectuer des signalements, faire des contributions directes qui Attention, Vincent, ton ses compétences son se et dégrade. dont il est responsable. Ah, ça dégrade le sang? Ouais. Ouais, oui, il y avait une altération là. T'avais une petite Bon, d'accord. séquence. Enfin, je sais pas si ça vient de quelque chose, enfin, dont tu es l'origine, mais enfin voilà. Voilà. Continue. Merci. Bah, je vais faire attention alors. Oui, Merci. très bien. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez été déjà sur macarte.gn.fr, j'en avais peut-être parlé. Vous avez un atlas, vous pouvez déjà aller voir les exemples de cartes qu'on peut faire. Jean-Marc Viglino, qui est le concepteur et contributeur le plus actif, a mis 125 exemples de cartes narratives, notamment pour charger des anciennes prises de vue aériennes. Voilà, ça va être des possibles de tout à fait de mettre un flux, de mettre ces données et de charger les anciennes photographies aériennes sur une zone. Là, bon, je prends cet exemple-là, mais c'est un peu des fonctionnalités qu'on retrouve sur remonter le temps, mais voilà, on peut télécharger directement sa photographie aérienne en la plaquant. Voilà, il a mis plein d'exemples qui sont hyper intéressantes. Moi, j'en ai mis un qui peut aussi vous concerner. C'est, par exemple, je fais un remonter le temps sur le Doubs en mettant à gauche tous les flux de 2010 à 2020 qui sont sur le Doubs. Voilà, donc je mets aussi la carte forestière, je mets les forêts publiques, je mets des parcs régionaux, je mets la limite du département, et puis je peux mettre des couches, voilà, sur l'infrarouge couleur sur la 2020, l'infrarouge couleur sur 2013, voilà.
Ici, je peux mettre l'infrarouge couleur, je peux mettre les années 1950 en couche à gauche, et puis je peux à droite mettre tous les nouveaux flux de 2000 à 2009, les anciens, et puis utiliser la fonctionnalité de remonter le temps. Voilà. Et je peux aussi mettre mes données si je fais, je travaille sur les cours d'eau également. Donc c'est vraiment une façon de faire un remonter le temps avec ses propres données et c'est euh, et c'est intéressant parce que cette interface, c'est vraiment un service national qui a été proposé aux communes, qui est en cours aussi d'évolution, puisque les communes n'ont pas forcément d'ingénierie et donc ont vu pas mal de bugs aussi de situations. Donc c'est de situations de difficultés d'utilisation. Donc c'est un portail qui va sans arrêt évoluer vers finalement des services qui sont ici des cartes statistiques, des visuels, des possibilités d'échanger des cartes, de les mettre sur des formats, voilà, de les télécharger, etc. Et donc, on peut tout à fait, par exemple, faire un modèle. Moi, je crée ce modèle-là et je vous donne le droit d'écriture et vous pouvez le télécharger chez vous et l'enrichir, le modifier, vous l'approprier. Donc, quelqu'un qui a déjà fait un modèle peut tout à fait le partager et donc on devient créateur de cartes derrière pour faire de la représentation, pas forcément gestionnaire de base de données. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment des outils de communication. Donc, il y a des cartes narratives, des cartes statistiques, des possibilités de faire des suivis, comme voilà, j'ai fait une carte là des prévisions de la BD Ortho. Donc, si vous avez sur ce lien, par exemple, vous pouvez voir quels sont les départements qui ont été acquis et quels sont les départements qui sont diffusés. C'est le temps entre l'acquisition et la diffusion. Voilà, à gauche, c'est diffusé. Là, on voit, c'est tout 2020 pour l'instant qui est ici, sauf le 90. Si vous cliquez sur le 90, vous voyez ici à 2023. Voilà. Ici, on voit que le 90 est déjà diffusé sur le site des géoservices. Il manquait une carte, donc j'en ai fait une. Et donc, j'ai mis aussi cette carte ici sur le flux ici à droite, ce sont les acquisitions. Et à gauche, c'est la diffusion. Acquisition, j'ai même mis la programmation 2024. Voilà, le 68 est prévu en 2024. Donc ça, ce sont des couches qu'on peut afficher à droite et à gauche et on peut même aller chercher sur cette couche les millésimes anciens. Ça veut dire les millésimes antérieurs. Voilà, je reviens sur le 90. Dans le 90, là, ce sont tous les départements là, qui sont diffusés sur le site des géoservices. Euh, voilà. 97, 2002, 2007, 2013. Et en gras, c'est ceux qui sont disponibles. Les autres ne sont pas disponibles forcément. Il faut les retrouver, demander à quelqu'un qui les a, garder, conserver, ou demander à l'hygiène de les mettre à disposition en échange de coûts de mise à disposition. Donc ça, c'est peut-être plutôt chercher dans les collègues qui ont déjà gardé ces missions-là. Mais ça permet de faire des cartes voilà, de suivi de production, des cartes de, euh, de fréquence d'acquisition, par exemple, date d'acquisition des prises de vue aériennes. Voilà, il y a plein d'exemples qui vont être présentés dans ma carte. Cet outil Ma Carte va faire partie de carte.gouv.fr. Donc, je vous encourage sur ce projet de géoplateforme à aller faire un tour via la communauté géoplateforme, via le Osmose. Et donc, vous pouvez tout à fait rejoindre cette communauté et accéder à tous les documents, les replays et partager vos inquiétudes ou vos sentiments ou vos expériences sur la communauté, à partir de la communauté. Je vous ai mis aussi un lien sur une partie plus exhaustive de présentation de la géoplateforme qui a été présentée à la Biennale de l'information géographique début janvier à Lyon. Donc, c'est le lien du replay sur la présentation du projet géoplateforme.
On va passer au LIDAR. Le LIDAR, bon, on va vite aller sur les usages. Les préventions des risques, évidemment, élaborer des cartes liées aux risques en inondation. On va parler de jumeaux numériques, justement, de simulation, connaître et voir aussi la vulnérabilité des territoires exposés. Donc le LIDAR va d'abord permettre d'avoir un modèle numérique de surface, un modèle numérique beaucoup plus précis, et surtout créer des possibilités de faire des maquettes et faire des simulations 3D sur le territoire. L'ONF a commencé en Franche-Comté à faire de l'amélioration de la connaissance des ressources et donc notamment contribuer aux opérations d'inventaire forestier en faisant du recoupement entre le lidar aérien et le lidar au sol sur les placettes. Donc faire un croisement entre le lidar obtenu par terrestre et le lidar aérien sur les volumes. Et donc, faire des simulations également, euh, notamment sur les gros bois, notamment sur les forêts matures. C'est utilisé pour le Morvan, typiquement en ce moment. Euh, Évaluer le patrimoine boisé, aide à la gestion des risques naturels, érosion, évidemment, risque d'éboulement. On l'a vu, l'érosion, on en a parlé du recul du trait de côte, là. Le LIDAR a toujours été très important pour suivre le recul du trait de côte. Les risques d'éboulement en montagne aussi, on en a parlé je vous mettrai des exemples beaucoup plus précis dans les PowerPoint que je transmettrai à Jean-François. Euh, En agriculture, évidemment, suivi de la politique agricole commune, notamment les pâturages en sous-bois. On travaille avec les SP notamment sur les détections de changements, sur les modélisations, faire en sorte aussi avec le bocage sur les haies, évidemment. Euh, alors, avec l'ASP, on est aussi engagé en intelligence artificielle parce que derrière le LIDAR, il y a aussi le traitement de ces données en IA. Et donc, pour de nouveaux usages aussi, on a ces possibilités d'appui à l'entretien des routes et des ouvrages d'art. Ça veut dire éviter quelque part, grâce aux maquettes 3D, grâce aux vues immersives aussi, de faire des mesures très précises sans aller sur le terrain. Alors ça, c'est vraiment sur le mobilier urbain, sur l'entretien, c'est éviter des déplacements. Euh, les Deux-Sèvres a fait son LIDAR en 2020. Il envisage de repasser en LIDAR et en ortho 5 cm en 2023-2024 parce qu'il a trouvé vraiment qu'il y avait un intérêt à refaire la totalité du territoire parce qu'il y avait beaucoup de coûts évités, notamment dans les déplacements pour l'entretien des routes, éviter du déplacement pour aller voir les marquages au sol, pour faire des ronds-points. Il y a possibilité de faire des mesures directement depuis le bureau sans aller sur place. Et notamment quand il y a des appels d'offres, par exemple, les bureaux d'études, grâce au LIDAR, vont éviter de se déplacer et faire des mesures directement ou des propositions directement depuis le bureau. Donc ça, c'est bon, on commence à avoir des coûts évités à ce niveau-là. Ça ne fait pas tout, mais c'est évidemment à réfléchir dans les valorisations possibles. Dans la transition écologique, calcul du potentiel photovoltaïque des toitures. Alors, le cadastre solaire, c'était présenté pour la Nièvre. C'est pas forcément fait avec du lidar, c'est fait avec du modèle numérique de surface issu de la corrélation 25 cm. Mais ce cadastre solaire, pour étudier le potentiel solaire, le Citelia notamment, qui le fait sur l'ensemble du territoire de plus en plus, qui propose un cadastre départemental, et va commander à l'IGN des données LIDAR. Et donc, c'est avoir plus de précision, notamment sur les chiens assis, sur les bordures, sur des toitures, avoir des données un peu plus détaillées pour évaluer ce potentiel photovoltaïque.
l'aide à la densification urbaine, l'identification des dents creuses. Alors, j'ai des exemples aussi du CEREMA que je vous ai mis en lien. C'est notamment sur la transition écologique, sur l'implantation d'arbres en ville, par exemple, savoir où mettre de l'arbre par rapport au rafraîchissement des villes, et donc faire en sorte aussi qu'il y ait par l'intelligence artificielle une détection automatique de la végétation et savoir où on peut mettre d'autres arbres, d'espaces arborés. Connaissance des habitats, calcul de l'intervisibilité pour les sites à projet. Alors, le service intérieur aussi vont l'utiliser, notamment pour les. Une fois qu'on a fait un jumeau numérique, on peut mettre, voir où on peut mettre des caméras, par exemple, pour voir les angles de vue. Donc, il y a énormément d'utilisation. L'archéologie, on a le séminaire de Franche-Comté a présenté en 2021 toutes les possibilités déjà sur l'archéologie. Et donc, l'UIGN utilise pour faire la classification automatique, déjà, sur le sol, végétation, basse, moyenne, haute, bâtiment, haut pont et sur sol pérenne. L'IGN va l'utiliser notamment pour faire une reconnaissance automatique du feuillu résineux, et donc avoir une BD Forêt V3 déjà qui fait automatiquement grâce à l'IA. Évidemment, pour la France, les livrables évoluent. Au départ, c'était des nuages de points bruts. Et puis, ce sont maintenant des nuages de points classifiés qui sont faits automatiquement, ces points classés. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de temps entre les sous-traitants qui faisaient l'acquisition, puis qui classaient les nuages, et l'IGN devait les contrôler. Et donc, l'IGN a plutôt préféré déployer une classification automatique pour éviter ce temps d'aller-retour entre les sous-traitants et puis les. Et donc, les modèles numériques de terrain, de surface et les modèles de hauteur de canopée vont être diffusés à partir de 2025. Voilà, alors l'avancement du LIDAR, comme vous le voyez, il est couvert pour la Franche-Comté une bonne partie, il manque un peu du Jura là, et la Haute-Saône. Et il est téléchargeable sur le site des géoservices par dalle d'1 km par 1 km en nuage de points bruts et classés. On voit qu'il y a toute la Bourgogne qui n'est pas couverte et la Saône-et-Loire. Et il y a une bonne raison pour cela, c'est que la région Bourgogne-Franche-Comté, pour l'instant, n'a pas répondu aux différentes sollicitations de l'IGN de financer le programme. Pourquoi? Parce que c'est 60 millions d'euros qui a été débloqué pour le FTAP, mais ça ne couvre pas tout. Il faut au moins trouver 15 millions d'euros de contribution des régions. Et le PACA, la Corse, l'Occitanie est en train de financer. Le Grand Est vient le faire. C'est pour ça qu'on voit des acquisitions sur le Grand Est qui va être couvert en 2024, d'ailleurs, totalement. Mais la Bourgogne-Franche-Comté, pour l'instant, ne répond pas aux différentes sollicitations des GN pour financer à hauteur d'1,2 million. Donc, c'est bon à savoir pour l'instant, mais il y a un blocage au niveau de la région, alors que le département de la Côte d'Or veut s'engager sur le PCRS, on en parlera tout à l'heure, le PCRS demande du LIDAR et est prêt à financer sa partie, les 4 dalles manquantes. Alors, il y a vraiment un bras de fer, mais une négociation en cours pour que la région soit entièrement couverte. Et ça fait à peu près un an, un an que la région ne répond pas par rapport à ces sollicitations. Pour autant, le territoire de Belfort qui a été couvert ici, fait son jumeau numérique et la région là se communique via la plateforme IDEO BFC sur les territoires intelligents et notamment sur qu'est-ce qu'on fait des vues immersives, qu'est-ce qu'on fait du jumeau numérique après. Alors là, ils sont là, effectivement, la région est là pour communiquer, pour donner de l'argent, pour
pour valoriser cette donnée qu'ils n'ont pas financée. C'est ainsi. Sur l'avancement des traitements, bah, on voit effectivement que c'est à peu près allez, la moitié de la France qui est déjà traitée et qu'il reste tout ce trop de moitié. Sur les 60 millions, il y a déjà 48 millions qui sont déjà donc dépensés. Et la suite va être plus délicate. Si aucune région ne participe, on voit qu'Auvergne-Rhône-Alpes, ils n'ont pas du tout participé et c'est pourtant couvert, et ben, le programme va être difficilement réalisable jusqu'à son terme. Il vaut mieux le dire comme ça. Euh, et, euh, et donc, les dalles manquantes resteront manquantes et seront financées à 100% par les partenaires qui le souhaitent. Ça risque de se passer comme ça, sauf si, il y a une participation des partenaires, alors que ça peut être pour du PCRS, ça peut être euh, des acteurs qui en ont besoin immédiatement, mais, en premier les régions, les départements qui sont concernés. Euh, Là, on voit bien que le Grand Est, comme ils viennent de financer, ils vont être directement servis. Étant donné qu'ils sont commanditaires comme la DGPR, direction, le ministère de l'Agriculture, il y a aussi l'ONF et à peu près 3 régions, je crois, il y a que 8 millions, non, 4 millions d'euros qui a été donné par les régions contributrices. Voilà, diffusion de nuages de points classés. Je vous ai mis les liens par dalle kinémétrique. Des interfaces, vous les avez peut-être téléchargées pour certains. Des interfaces de points classés. Une possibilité de faire des emprises donc, suivant les zones. Donc, vous pouvez télécharger la dalle, mais aussi faire votre propre emprise de nuages, voilà, sur la zone télécharger suivant une emprise. Les dispositifs pour accompagner les utilisateurs, il y a le site des géoservices qui propose une fac pour le LIDAR et vous avez la possibilité comme d'aller sur Osmose pour suivre, pour échanger, pour partager et contribuer. Voilà. Je Vincent? suis un peu en retard. Euh, Oui, je suis en retard. euh, Donc, bon, ouais, je vais. on essaye de faire très synthétique pour avoir un petit temps Ouais, d'échange et puis que ouais, Barbara puisse aussi exactement. démarrer. Tout à fait, tout à Madame fait. Friedman nous a rejoint, qu'on puisse démarrer. Merci, merci, je suis désolé, hein. Merci Non, beaucoup, non, non, Vincent. non, c'est très bien. Écoute, je vais être très rapide sur l'OCS. L'OCS, j'ai mis un lien. Je vais l'alimenter sur IDEO BFC en mettant les usages qui sont en cours, notamment par exemple le suivi de l'artificialisation des sols pour les zones d'activité économique, et c'est l'AER qui le fait. Ça veut dire en gros faire la comparaison entre ce qui a été en 2011, ce qui était vacant, les terrains vacants et les terrains construits. Dans une zone d'activité, c'est forcément de l'activité économique et donc faire finalement une carte du dynamisme des zones d'activité économique sur l'ensemble de la région. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Je vais mettre aussi les exemples de l'AER sur la trame verte et bleue, sur l'AFB. Donc, je solliciterai. Donc, je mettrai tous les documents sur ce site en exemple d'utilisation en région BFC. Comme ça, on va aller beaucoup plus vite, hein, c'est pour donner la main. Sachant que par derrière, il y a le COSIA. Donc, le COSIA, c'est une production de l'occupation du sol avec automatique, avec de l'intelligence artificielle. Et donc, cette intelligence artificielle qui change un peu la donne, hein, ça veut dire elle est mise à jour et enrichie automatiquement, mais avec des annotations. Euh, dans dans la Loire, le département de la Loire, il y a plus d'un millier ça dépasse un millier de contributions d'annotation qui sont faites par les acteurs du territoire. Et donc, ce dispositif-là va permettre de suivre régulièrement
l'artificialisation des sols et c'est fait pour pour couvrir la France entière. C'est pour ça que l'automatisation, à partir de données en entrée qui sont des photographies aériennes, de l'infrarouge couleur, des modèles numériques, et qui vont, avec de l'IA, permettre de créer des cartes de chaleur, des cartes de prédiction d'occupation du sol. Voilà. Et donc, à partir des cartes de prédiction, faire des cartes vecteurs et faire une occupation du sol. Voilà. Je vais aller très rapidement là-dessus, sur les processus, pour dire que ça prend à peu près, allez, de mars, on voit à octobre, un an à peu près entre la réunion d'information sur la nouvelle occupation du sol et sur la fin du produit, sachant que la Bourgogne-Franche-Comté passera en dernier. Voilà. Dans la dernière région, 2024-2025, pas avant juillet 2024, pour faire une occupation du sol à grande échelle sur 2 millésimes automatiques. Voilà. Je vais laisser la main, parce qu'il y a le PCRS, je voulais parler, mais je vais passer la main à Barbara. Voilà, on reviendra sur le PCRS éventuellement. Je ne sais pas si vous avez connaissance de cette donnée-là, mais comme elle n'est pas encore libre, cette donnée, c'est de la donnée ortho à 5 centimètres, et cette donnée ortho 5 centimètres et répond d'abord au DTDICT, donc caler les réseaux. Hein, c'est pour ça qu'on voit vous voyez ces fenêtres. Donc, c'est ortho à 5 centimètres est en flux sur le géoportail, sur une petite partie de l'Yonne. Vous pouvez aller faire un tour en faisant PCRS sur le géoportail. Vous regardez Lyon et vous voyez ces images qui ont été acquises à 5 centimètres de résolution. Elles seront en open data et en Saône-et-Loire également. Donc, sur 2 départements entiers, vous aurez cette donnée à 5 centimètres qui permet d'avoir une vision beaucoup plus précise du territoire à 5 centimètres près, et où vous voyez les bornes d'incendie, vous voyez les poteaux, vous voyez énormément. Donc, l'idée, c'est d'habiller le jumeau numérique avec ces ortho-PCRS qui arrivent. Cette ortho-PCRS, elle sera disponible sur sur la géoplateforme sous forme de flux partenaires qui seront forcément disponibles soit à des adhérents qui ont payé, soit à des libres en open data sur le site de l'IGN. À gauche, c'est le site de l'IGN, tout est en open data. Et à droite, ce sont des plateformes partenaires et il y aura la possibilité sur la géoplateforme d'avoir un accès national sur toute la couche à condition d'avoir ces liens, ces accès adhérents, ces accès restreints. Ce sera possible de le faire via la géoplateforme. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer Merci. la main à Barbara. Oui, merci Vincent. Bonjour Barbara, je vais vous nommer coach dans la foulée. Vincent, si tu peux bloquer Ouais, arrêter ton partage. j'arrête mon Oui, partage. alors je vous propose, on se réadapte, hein, on réajuste un tout petit peu. Je vous propose de peut-être prendre, s'il y a deux questions, là maintenant tout de suite, consécutivement à ces éléments de présentation. Deux questions, là, on reviendra On reviendra, évidemment. en fin de webinaire sur le principe. Et maintenant, rapidement. Il ne paraît pas de volonté de prise de parole à ce stade. C'est, voilà, Barbara, je vais vous placer en côte pour que ça puisse fonctionner correctement pour vous. Et vous pouvez procéder au partage de votre support.
Alors, on m'indique que je n'ai pas été audible. Barbara, vous m'entendez? Oui, je vous indiquais, alors je vais me répéter. Je vous ai nommé co-hôte, vous pouvez démarrer le partage. Non, vous ne pouvez pas? Alors, vous avez votre micro qui est bloqué, qui est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Ah, très bien. D'accord. Est-ce que le Mais partage marche? on a, on a un élément devant nous, à savoir là pour l'instant votre messagerie. D'accord, c'est ce qui me semblait aussi. Ouais. Euh, alors, j'avoue que je suis peu familière de Zoom. Et je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Excusez-moi, à tout de suite. Je vous en prie, à tout de suite. Pour rester sur ce temps, alors pardon si certains ne m'ont pas entendu, je m'en excuse. Merci Cédric hein, pour les la vigilance. Si certains d'entre vous veulent interroger Vincent sur quelques points, c'est ce que je vous invitais, enfin c'est voilà ce que je vous invitais à faire lorsqu'a priori tout s'est coupé. Voilà, n'hésitez pas, et je disais très simplement, ouvrez le micro et prenez la parole pour interroger Vincent au besoin. Je vais profiter de ce temps, Jean-François, pour mettre à disposition un tableau pour savoir qui fait quoi un peu au niveau des outils que vous avez. Euh, comme ça permettra de participer en même temps. Euh, voilà. Je le mets dans la discussion. Si vous pouvez remplir ce tableau en même temps. Alors, le chat, il est là. Versus les afficheurs. Alors, Barbara, oui. Est-ce que c'est Barbara, vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Normalement, ça devrait marcher. Ah, Voilà, ça ça marche. marche. Ça marche. Super. Bon, mais Vincent, on va prolonger. Donc, voilà, ce que je vous indiquais, Barbara, je fais juste la petite manipulation. Je vous nomme. Voilà, c'est fait. Et vous pouvez, a priori, engager votre partage. Ok. Merci, Vincent, pour le lien. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, on Allez, est, on est, on n'est pas en grand écran, Barbara. Voilà, vous alors, pouvez hop là. voilà, consolider l'affichage. C'est bon? Ouais, très bien. Et a priori, ça devrait. Alors, il y Ça a devrait peut-être la, marcher. par- la- peut-être la partie basse de la présentation qui. Il On va passe pas. voir. Ouais, qui passe Bon, moins mais bien. Il c'est y pas a, grave, il je y vais a un parler à blanc. l'oral, c'est pas grave, c'est qu'un Ouais, très support. bien. C'est qu'un Merci. support. Merci. Alors, je vais me présenter. Donc, déjà, je suis Barbara Fredman, je suis chargée de partenariat et de relations institutionnelles à l'IGN. Et donc, je suis spécialisée sur toutes les questions hydrographie et agroforesterie. Donc, merci beaucoup pour l'invitation d'aujourd'hui. Déjà, moi, je suis très contente de venir parler haut avec vous. N'hésitez pas à m'interrompre par rapport aux différentes questions que vous pourrez avoir ou si je ne suis pas claire, parce que souvent, à force de parler des sujets, on parle avec des acronymes, on n'est pas toujours très clair. Donc surtout, n'hésitez pas. Et moi, je suis là pour essayer de vous transmettre un petit peu les programmes d'action qu'on réalise à l'IGN, pourquoi on les réalise et, euh, et pour répondre à toutes vos questions. On a combien de temps? On part comme une initiale sur 30 minutes, Barbara. Allez, d'accord, parfait. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter le contexte législatif et la cartographie des acteurs.
de vous faire un focus sur les différents programmes d'action. Donc BD Topo, BD Topage, la différence entre les deux. Les fameux cours d'eau police de l'eau, les BCAE, donc les cours d'eau BCAE, bonnes conditions agricoles et environnementales, l'inventaire national des plans d'eau ou INPE, et le projet de carte nationale administrative des zones humides. Puis on fera un panorama global et général des différents produits, des différents usages autour de l'eau, et on relaissera une partie sur les échanges. Ce que je vous propose, après chaque partie, si vous le souhaitez, on peut faire un focus échange. Est-ce qu'il y a des points que j'ai pas abordés que vous souhaiteriez que j'aborde? Non? Alors on démarre comme ça. Alors, tout d'abord, par rapport au contexte législatif, on a un contexte législatif qui est relativement récent en fait, mais qui a surtout tendance vraiment à s'accélérer. Alors pourquoi relativement récent? Parce que, la convention source, j'ai envie de dire, c'est la convention Ramsar. Donc la convention qui prévoit donc de protéger les zones humides, c'est une convention internationale qui date de 1971. Mais jusqu'en 1971, pourquoi ça reste récent? Il ne s'est pas passé beaucoup de choses sur le domaine de l'eau, même si tout le monde avait bien conscience des enjeux qui étaient autour de l'eau. Mais la première loi qui réglemente l'eau, donc au sens large, donc c'est-à-dire cours d'eau, plans d'eau et zones humides, c'est ce qu'on appelle la loi sur l'eau de 1992, qui reconnaît l'eau comme un élément du patrimoine national. Et donc c'est une loi qui est vraiment très importante et qui a changé beaucoup de choses au niveau des usages, au niveau de la législation et au niveau de la compréhension qu'on pouvait avoir autour de l'eau. Cette loi a été suivie donc par la LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques en 2006, qui a donné naissance donc à l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Donc historiquement en France, donc nous avions les 6 agences de l'eau donc qui régissaient, qui géraient, qui s'occupaient donc de tout ce qui était autour de l'eau. Et depuis 2006, l'État a pris la décision donc de le confier à un établissement public donc qui s'est appelé donc ONEMA, puis Agence française de la pour la biodiversité, pardon, puis plus récemment OFB, Office français de la biodiversité, suite à la fusion entre donc l'AFB et ce qu'on appelait l'ex-ONCFS, donc Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc c'est suite à la fusion donc de ces deux établissements qu'on a aujourd'hui donc l'OFB qui régit notamment donc les questions de biodiversité dont fait partie intégrante l'eau. On rentre aussi dans le cadre du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Donc là, c'est plus récent, donc on est sur ce Varenne, c'était en février 2022. Du plan eau, donc vous avez sûrement beaucoup entendu parler, donc en avril dernier, et de la dernière SNB, Stratégie nationale de biodiversité, qui est passée en fait en fin novembre 2023. En parallèle de ça, donc d'un point de vue plutôt européen, on va bien sûr se référer donc à la PAC, la politique agricole commune, au dernier plan stratégique national de la PAC, donc 2023-2027, et à la dernière instruction technique au niveau donc du MASA, donc du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, au niveau donc du service SDPAC, donc du service en charge de la PAC, et donc cette instruction date de septembre 2023. Bien évidemment, là, je vous donne un contexte législatif global, mais dès qu'on parlera donc produit article par article, on fera en sorte en fait de bien parler et de bien expliquer dans quel cadre on intervient. Alors, notre enjeu côté IGN, notre enjeu principal, c'est la connaissance. La connaissance, pourquoi? Parce qu'en fait, alors d'un point de vue politique, on répond donc aux politiques publiques et notamment donc à nos 2 ministères de tutelle, donc que sont le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais aussi parce que dans le cadre de l'observation de l'Anthropocène, on observe en continu tout ce qui est cours d'eau, plans d'eau et zones humides. Et d'un point de vue environnemental, bien évidemment, l'enjeu principal primordial, je dirais, de la connaissance qui est annoncé donc par l'OFB, c'est de dire, bien évidemment, pour protéger, il faut connaître. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Alors, aujourd'hui, en termes de cartographie d'acteurs,
Donc, je vais parler au nom de l'IGN, hein. Je vais pas parler par rapport à tout le secteur de l'eau qui est excessivement large. Donc, nous avons donc au niveau donc de nos ministères de tutelle, donc deux directions. Donc, au niveau de la direction, deux services, pardon, au niveau de la direction de l'eau et de la biodiversité. Donc, le premier service qui s'appelle EARM, qui est la sous-direction de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques. Donc, avec qui on va travailler donc sur tout ce qui est plan d'eau et avec qui on va travailler sur tout ce qui est zone humide. Et on a donc toujours au niveau de la direction de l'eau et de la biodiversité, la sous-direction qu'on appelle CASP, c'est la sous-direction de la coordination, de l'appui, de la stratégie et du pilotage des politiques de protection et de restauration des écosystèmes. CASP, globalement, c'est une direction qui s'occupe de la police de l'eau. Côté MASA, donc on va travailler, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la sous-direction donc en charge de la PAC, au niveau du bureau des soutiens directs. Et côté OFB, donc on va travailler directement donc avec la DISUED, la direction donc en charge de la connaissance. Et DISUED, c'est l'acronyme en fait de surveillance et évaluation des données. En termes de cartographie des acteurs, donc dans les autres acteurs majeurs, nous avons bien évidemment les 6 agences de l'eau donc qu'on a représentées donc sur la droite, les DREAL, les DDT, les DDTM, pardon, les DRAF, les EPTB, les syndicats de bassin, l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement, les chambres d'agriculture, les mairies, les associations. Donc bien évidemment, la liste n'est pas du tout exhaustive et je serais très, très intéressée dans le cadre de cette réunion d'échanger avec d'autres acteurs avec lesquels on travaille moins aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça avant qu'on commence à rentrer dans le dur du sujet? Vous m'entendez parce que j'entends plus rien. Tu peux continuer, Barbara. Je pense que ça. D'accord, parce que j'entendais Ouais, pas, pas j'entendais de plus rien du souci. tout. On vous entend très bien, et pas de problème, pas de questions. Bon, bah, parfait. Alors, si on rentre concrètement au niveau des produits. Donc, le premier produit que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle chez nous le thème hydro de la baie des Taupeaux. Donc là, on parle cours d'eau. Alors, le thème hydro de la baie des Taupeaux s'appuie sur ce qu'on appelle la BD Uni. Donc, la BD Uni, c'est la base de données socle à l'IGN qui reprend donc toutes les informations géographiques. C'est une très, 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 très grosse base de données. Et en fait, donc, c'est une base géométrique sur laquelle vont s'appuyer tous les éléments géographiques, géomatiques et notamment les cours d'eau. Et donc, de cette BD unie va être issue donc, ce qu'on appelle la base topographique, d'où BD topo. Et dans cette BD topo, donc c'est la BD topo donc, qui décrit les éléments topographiques du territoire. Donc, dans cette BD topo, on va retrouver donc le thème hydrographique. Le thème hydrographique donc, de la BD topo, c'est le thème accessible pour tous en open data et qui est accessible donc, via les services de l'IGN. Donc, Géoportail aujourd'hui, Géoplateforme demain. Et ce thème hydro donc, de la baie des Taupeaux, il est enrichi donc, régulièrement par des mises à jour donc, qui sont faites au niveau de l'IGN, par les cartographies donc, de cours d'eau, police de l'eau dont on reparlera tout à l'heure, et par des mises à niveau donc, régulières. Ça veut dire qu'on va indiquer notamment l'essence d'écoulement, les rangs de Strehler, la largeur des cours d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la base de données source, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est écoulement en termes de cours d'eau. Et de cette BD topo, on va dériver donc ce qu'on appelle la BD topage. Donc la BD topage, concrètement, donc qui vient donc en réponse à la fameuse LEMA, donc Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, et qui vient s'appuyer aussi sur l'instruction de juin 2015 par rapport au cours d'eau police de l'eau. Donc, la BD Topage, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un partenariat qui a été réalisé donc avec l'ex-ONEMA à partir de 2016 et sous le pilotage donc de la DEB côté EARM. La BD Topage, c'est une version, je dirais, plus de la BD Topo. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une version cendrifiée. Ça veut dire qu'on va dériver de la BD Topo une version sur laquelle on va ajouter donc des données métiers, des attributs et qui va être compatible Inspire.
Donc c'est la version, je dirais, pour les experts de cours d'eau. Donc c'est principalement les agences de l'eau. Moi, je serais très curieuse de savoir parmi vous qui utilise la BD Topo et qui utilise la BD Topage. Mais l'impression qu'on a aujourd'hui et le positionnement en fait qui a été donné, c'est de dire la BD Topage, c'est vraiment pour des personnes, pour les interlocuteurs, pour les experts, ceux qui ont vraiment des choses très, très, très techniques à faire. Et la BD Topage, aujourd'hui, donc je vous ai mis le lien de diffusion. Donc c'est sur le site Eau-France du Centre. Et en cliquant sur ce lien, donc vous aurez accès directement à la BD Topage. Donc même géométrie, mais avec une présentation des spécificités différentes. Les agences de l'eau notamment sont très très utilisatrices de la BD Topage pour tout ce qui rentre dans le cadre de la DCE, donc la fameuse directive cadre sur l'eau. Et aujourd'hui, donc en termes de BD Topage, nous avons une déclinaison donc à Mayotte et en Guadeloupe. Donc à Mayotte depuis 3 ans à peu près et en Guadeloupe depuis l'année dernière. Et nous avons conventionné donc très récemment avec l'OFB pour faire une déclinaison donc en Martinique, à La Réunion et pour faire ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage en Guyane. Donc pour information, on a eu la réunion de lancement la semaine dernière en Martinique, donc les travaux sont déjà lancés. Il y a souvent beaucoup de questions entre BD Topo, BD Topage. Est-ce que vous en avez? Avant d'aller plus loin. Moi, j'aime y risquer. Ce que vous appelez des attributs et des données métiers, ça peut être quoi, par exemple? Alors, une donnée métier, typiquement, c'est de dire, là, on va mettre ce qu'on appelle, le ROE, la base de données obstacles et écoulements, donc typiquement les barrages. Sur la BD Topage, on va avoir, le référencement des barrages. Après, un attribut, donc là, j'ai mis donc sur la droite du tableau tout ce qui est arbre de métadonnées. Quand on va rentrer dans les cours d'eau, police de l'eau, ça peut être de signifier si le cours d'eau est police de l'eau ou pas. En fait, c'est une spécification plus plus. Après, c'est des choses très, 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 très pointues avec des indicateurs dont vous avez peut-être besoin, mais c'est des indicateurs hydrologiques. Je réponds à la question ou pas? Pardon, j'avais levé le pouce, oui, oui, tout à fait. Vous répondez à ma Ouais, question, je vous remercie. je vous en prie, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces deux notions? Bon, alors on continue. Alors comme je suis en partage d'écran, j'ai pas forcément accès au chat, donc Vincent, s'il y a des choses dans le chat, n'hésite pas à me les remonter. Oui, d'accord. Alors, tout ce qui est maintenant cours d'eau, police de l'eau. Alors, les cours d'eau, police de l'eau, c'est issu d'une instruction de juin 2015 qui avait été historiquement lancée du 3 juin 2015 par Ségolène Royal. L'idée, c'était d'identifier quels étaient ce qu'on allait appeler les cours d'eau police de l'eau. Donc, ça veut dire que c'est un travail qui a été demandé au DDT d'identifier les cours d'eau identifiés comme police de l'eau, c'est-à-dire les cours d'eau d'un point de vue réglementaire sur lesquels allait s'appliquer la police de l'environnement. À l'époque, on appelait ça la police de l'eau. Maintenant, on appelle ça la police de l'environnement. Donc, c'est une mission à l'époque. Moi, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, je travaille sur l'hydrographie à l'hygiène depuis 2014, donc depuis 10 ans. Donc, c'est un sujet sur lequel on s'était penché historiquement, donc avec l'ONEMA. Et en fait, pour pouvoir intégrer donc ces informations, on avait envoyé donc à l'ensemble des DDT la BD Topo, enfin le thème hydro de la BD Topo plus exactement, gratuitement en avance de phase. À l'époque, les données n'étaient pas en open data et donc pour que les DDT puissent appareiller leur département à partir de la BD Topo et qu'on puisse récupérer les données. Donc, on a fait un premier travail, donc en fonction des données qui ont été remontées par les DDT. Donc, c'est une instruction qui date de 2015, mais aujourd'hui, donc, on n'a pas eu encore tous les départements qui nous ont été transmis par l'ADEB. Et par rapport donc aux départements et aux conventions donc qu'on a avec l'OFB, on a aujourd'hui 36 départements qui ont été appareillés. Alors, l'idée, en fait, c'est qu'on a fait un travail de fond avec l'OFB et l'ADEB
Et on s'est rendu compte, en fait, que le fait d'indiquer que c'était un cours d'eau police de l'eau, c'était pas suffisant parce qu'on avait d'autres cours d'eau qui n'étaient pas, ou en tout cas d'autres écoulements qui n'étaient pas identifiés comme des cours d'eau police de l'eau. Et toute la question, c'était de dire, concrètement, quelle va être la place de tous ces autres écoulements? Est-ce que c'est des cours d'eau? Est-ce que c'est des fossés? Est-ce que c'est des canaux? Ou est-ce que c'est rien de tout ça, en fait? Et donc, par rapport à ça, la proposition, c'est de dire tous les prochains cours d'eau qui seront variés, on va indiquer si oui, c'est des cours d'eau, non, ce ne sont pas des cours d'eau, ou on ne sait pas, mais il y a quelque chose à expertiser, par exemple, par rapport à des relevés de terrain. Alors, on a eu une très grosse réunion avec les DDT par rapport à, et l'ADEB, par rapport à cet appariement de cours d'eau police de l'eau. Est-ce que, vous souhaitez que je rentre dans le détail ou est-ce que vous souhaitez que j'avance sur la suite de la présentation? Tu as une remarque, Oui? Barbara, sur comment faire lorsqu'on constate des erreurs de tracé de cours d'eau sur la baie des Topos? Alors, c'est une excellente question. Merci beaucoup. Alors, si effectivement il y a des erreurs de tracé sur la baie des Topos, c'est quelque chose qu'il faut nous remonter. Alors, comment on remonte ces informations? Aujourd'hui, on les remonte via l'espace collaboratif de l'IGN. Donc, il y a un groupe spécifique BD Topage. Donc, soit effectivement, vous en faites partie, et auquel cas, donc, vous remontez l'information via cet espace collaboratif, et nous, on prend en compte ces données. Soit vous n'en faites pas partie, ce qui est peut-être le cas, et auquel cas, vous repassez par Vincent ou moi, et vous demandez à en faire partie. Et nous, on vous répond derrière. Il y a une question sur la couleur de la légende des couleurs sur la carte. Ah, très bien. Alors, en fait, donc tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui a déjà été appareillé, donc suivant du coup l'ancienne méthode. Et ce qui est en violet, c'est la DDT 65, où donc il y a eu le premier test qui a été réalisé suivant la nouvelle méthode. Après, donc cours d'eau, non cours d'eau à expertiser. Après, si vous avez des questions, je peux vous détailler concrètement cette question de cours d'eau police de l'eau. Alors, en 2 mots, c'est juste parce que je voyais l'heure tourner. En 2 mots, pour les DDT qui ont déjà envoyé leurs inventaires et dont les cartographies ont déjà été appareillées, donc qui font partie de ce qui est en vert. Donc globalement, on va faire une reprise de ces départements, c'est-à-dire qu'on va proposer aux DDT de renommer s'il s'agit, oui, d'un cours d'eau, non pas d'un cours d'eau, ou si c'est à expertiser. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà faits. Bien évidemment, il n'y a pas de délai aujourd'hui qui est indiqué, puisque en fait, c'est les premières cartographies. Donc, soit effectivement en DDT, il y a les moyens humains et financiers de refaire ces cours d'eau police de l'eau rapidement, et auquel cas, bien sûr, nous, on va les traiter suivant un calendrier donc, qui est établi avec la DEB et avec l'OFB, soit pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de possibilité de refaire ce travail parce que c'est un travail considérable. Et là, on va voir effectivement sous quel délai et comment on peut s'organiser. Mais l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la connaissance et pas l'inverse. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà faits. Pour ceux qui ne sont pas faits, donc là, on va rentrer dans 3 niveaux. Donc, soit effectivement, il y a déjà un travail de fiabilisation des informations. Et donc là, on va demander donc au DDT de travailler avec nous sur le fameux oui-non à expertiser. Soit ceux qui n'ont pas du tout mené encore ce travail de fiabilisation. Et donc là, on va leur envoyer la méthodologie de manière logique. Soit ceux qui n'ont pas mené ce travail de fiabilisation et qui, pour des raisons ou d'autres raisons, ne peuvent pas le faire. Et là, donc, c'est un arbitrage qui sera fait avec la DEB. Barbara, il y a une question sur l'appareillement. Oui, bien sûr. Le fait d'appareiller, est-ce que ça a pour objectif d'avoir la même information sur l'ensemble du territoire national? Et est-ce qu'il n'y a que 3 possibilités? D'avoir la même information sur l'ensemble du territoire national. Alors, oui, on vise sur une homogénéisation, mais est-ce que vous pouvez prendre la parole et préciser votre question? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Geoffroy, oui. Alors, parce que nous, en fait, à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, on a la volonté
de mettre à disposition sur IDEO-BFC justement les cours d'eau police de l'eau en ce qui concerne pour le par nitrate. Et donc, bah, on s'est rapproché des DDT qui proposent cette donnée en flux. Et on s'est rendu compte que c'était pas du tout homogène, qu'en fonction du département, les légendes en fait de la donnée étaient totalement différentes avec, par exemple, cours d'eau, non cours d'eau et il y avait plusieurs légendes et donc je voulais savoir en fait le principe d'appareillage, à quoi ça consistait, quoi? Oui, bien sûr. Alors, je crois comprendre la question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines DDT, pour des questions diverses et variées, par exemple pour avoir accès à la donnée rapidement, ont pu travailler sur des appariements spécifiques qui ne correspondent pas à l'appariement national. Donc, on a des cas, en fait, aujourd'hui, où des DDT ont fait un travail énorme, mais sans forcément et nécessairement remonter les informations. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, n'hésitez pas à encourager, ces DDT à se rapprocher du travail national puisque de toute manière, l'objectif de la DEB, c'est que la France entière soit appareillée, d'ici vraiment maximum fin 2025, quoi. Donc là, c'est un gros travail, je dirais, à faire tous ensemble pour qu'on ait tous des données homogènes et qu'on puisse effectivement faire des comparatifs. OK, merci et donc ça veut dire que les DDT, elles étaient pas au courant qu'au niveau national, il y avait quelque chose de prévu? Ou, Alors, parce c'est très qu'en délicat pour moi de répondre à cette question-là. L'idée, c'est quoi? Donc, il y a eu cette instruction donc, le 3 juin 2015. Donc, c'est une instruction donc, qui est venue de la part du ministère. Après, c'est des échanges entre le ministère et les DDT. Nous, on a été amenés à prendre la parole dans une réunion très récemment, je crois que c'était fin décembre. Je crois que c'était fin décembre ou mi-décembre, où on a eu ce travail de com avec les DDT. Je ne sais pas du tout comment l'information est passée ou n'est pas passée et là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail de communication à faire, mais tous ensemble et c'est pour ça que je remercie encore Vincent de m'avoir invitée aujourd'hui parce qu'on est tout à fait, disponible. Enfin, moi, je suis tout à fait disponible, en tout cas, pour échanger, pour avoir des relations constructives et pour expliquer un peu ce qui se passe si la com passe pas, en fait. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Vincent, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour le moment. Tu peux continuer, Barbara. On avance? Ouais, surtout que là, je vois qu'il reste moins de 10 minutes, donc je vais essayer d'aller vite. Alors, ensuite, en termes de cours d'eau, donc là, on va passer du côté MASA et donc on va répondre à la politique agricole commune avec les cours d'eau BCAE, donc les BCAE 4, bonnes conditions agricoles et environnementales. L'objectif, c'est dans ce cas d'avoir une connaissance, je dirais, des cours d'eau qui sont donc déclarés au niveau de la PAC pour la mise en place des fameuses zones enherbées, donc les fameuses zones de 5 mètres de part et d'autre pour réduire l'impact des produits phytosanitaires. Donc là, c'est dans le cadre du partenariat avec le MASA. Ça s'appuie donc sur la baie des Topos, donc toujours sur la baie des Topos, avec des contributions des cartes locales des DDT. Et c'est diffusé donc aujourd'hui sur une couche spécifique, qui est une couche donc sur les géoservices et sur les géoportails. Alors, je ne vous ai pas parlé juste avant, et j'aurais dû le faire, de la diffusion des cours d'eau police de l'eau. En fait, l'idée, c'est que c'est en cours de discussion avec la DEB, mais qu'on s'orienterait donc a priori plus sur un attribut spécifique. Il y avait la question tout à l'heure par rapport à l'attribut, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le cours d'eau, on indiquerait qu'il s'agit d'un cours d'eau police de l'eau, que sur une couche spécifique cours d'eau police de l'eau. Mais ça va être décidé dans les prochains jours. Et par l'intermédiaire de Vincent, si tu es d'accord, Vincent, on pourra vous transmettre bien sûr les éléments. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions sur les BCAE? Ok. Alors, ensuite, donc, on va répondre donc, dans le cadre à la politique publique qui est très récente, qui s'est appelée donc, le Varenne agricole de l'eau et de l'environnement. Et là, donc, suite à ce Varenne agricole de l'eau et de l'environnement, il y a eu vraiment un besoin de connaître les volumes d'eau stockés dans les territoires, et notamment en cas de sécheresse. C'est-à-dire que les dernières sécheresses qu'on a eues et les prochaines sécheresses potentielles nous amènent à penser qu'il nous faut vraiment des estimations concrètes en termes de volume d'eau.
Et donc, par rapport à ça, nous avons été commandités donc, directement par la DEB en lien avec l'IGEDD pour créer un nouveau référentiel hydrographique national autour donc, des plans d'eau. Donc, ce référentiel va être disponible début 2024 en open data, qui va être issu donc, de l'appariement de la baie des topos et de données externes. Et on sait déjà qu'on a 850 000 plans d'eau en France métropolitaine, plus on a aujourd'hui les plans d'eau, donc c'est quelques milliers, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, et on n'a pas, on est en cours pour, excusez-moi, on est en cours pour la Guyane. Il nous manque juste la Guyane au niveau des drogues. Vous en avez entendu parler de l'INPE ou pas encore? C'est peut-être tout frais. Non, il y a pas de réaction, Barbara. Tu peux continuer. Ok, alors on Oui, continue. Barbara. Oui, pardon, Oui, Barbara. Oui, on en a un petit peu entendu parler au niveau du réseau pro. Euh, d'accord. je voulais vous reposer juste une question par rapport à des notions plan d'eau. Oui. On parle de plan d'eau intégralement déclaré et avec un statut. Enfin, vous voyez, il y a derrière tout ça, cette classification de plan d'eau, quelquefois des éléments de statut, d'identification, etc. On parle seulement de ceux qui sont clairement identifiés par l'administration ou est-ce qu'il y a une volonté d'être plus exhaustif et plus concret par rapport au terrain? Alors là, la volonté était clairement d'être plus concret, plus exhaustif par rapport au terrain. Effectivement, les plans d'eau sont juridiquement opposables à partir de 0,3 hectares. Ah, Et là, l'INPE prend en compte les plans d'eau à partir de 0,1 hectare. Et majoritairement, pour aller jusqu'au bout de l'idée, donc j'ai une division qu'on pourra pareil vous transmettre. On a surtout des petits plans d'eau en France. Donc les trois quarts, entre la moitié et les trois quarts des plans d'eau sont compris entre 0,1 et 0,3 hectares. Mais là, l'objectif du travail, c'était vraiment dans un cadre environnemental. Merci. D'ailleurs, ça pourra se reconfronter. On parlait de données terrain, hein, nous, en tant que gestionnaire, mais on a certaines structures GMAPiennes, certains syndicats qui font un travail de référencement hein, et d'état des lieux assez précis, notamment Avec des plans plaisir, d'eau sur bassin versant. Donc, je pense avec que plaisir. très ponctuellement, et d'ailleurs, enfin, on parle de France Métropole, je pense qu'il pourrait y avoir des confrontations entre ce futur inventaire et effectivement des données de terrain enfin, élaborées, pas forcément plus élaborées, mais élaborées par le gestionnaire. Mais merci. Bien sûr, non, non, mais bien sûr, n'hésitez pas, pareil, à remonter les informations. C'est super important. En fait, la vérité est au milieu, entre les relevés terrain qui sont indispensables et puis tout ce qu'on peut avoir par prise de vue aérienne ou autre, bien sûr. Et pour finir, en termes de grands projets, donc vraiment de projets, hein, la cartographie nationale administrative des zones humides. Donc là, j'avais commencé par ça parce que c'est d'un point de vue chronologique. Donc on répond donc à la Convention internationale Ramsar. On a bien conscience des nombreux services écosystémiques qui sont rendus par les zones humides. On sait très bien que les zones humides stockent très fortement le carbone et qu'elles sont des sources de biodiversité et d'eau potable. Donc pareil, on a été commandité donc en direct par l'ADEME, donc toujours par EARM, pour faire le futur référentiel qui va être issu donc des données donc des DREAL, donc les vôtres, et des données de la BD Topo. Donc on a sorti une première couche, mais en fait on l'a pas sorti. On a travaillé, donc on a élaboré une première couche administrative nationale. Celle-ci est en cours de relecture donc actuellement par les DREAL, et on travaille avec l'ADEME sur un projet d'enrichissement d'extension au Drôme. Moi, je suis très attachée à tout ce qui est outre-mer et une diffusion donc pour la fin du premier semestre 2024. Je ne vous cache pas qu'avec l'actualité actuellement, euh, la diffusion sera peut-être un petit peu repoussée, mais nous, très clairement, on travaille sur cette cartographie parce qu'il y a vraiment des attentes très fortes à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que c'est votre cœur d'actualité, cette cartographie des zones humides, je ne sais pas. Moi, j'avais une petite question. Oui? Sur la cartographie, là, vous allez mettre à disposition quoi, les données qu'il y aura dans le RPDZH ou pas du tout? Alors,
Les données dans le RPTCNH font partie des données d'entrée. Ok, d'accord. Très bien. On Merci. travaille avec le FMA sur cette cartographie, bien sûr. Parce que nous, à l'Adréal, nous, on va faire remonter justement, et avec le SEN qui dispose de bases de données, et c'est à nous de faire remonter l'information au FMA pour qu'il l'incorpore dans le RPDZH, quoi. C'est exactement ça. Je crois que vous avez eu un petit décalage de calendrier. Oui, avec les actualités. Normalement, la consultation est censée débuter début mars. Mais bon, on n'est pas encore sûr à 100% du début de la consultation, quoi. Ça peut évoluer les prochains jours. Moi, Sébastien Abric m'avait parlé de début mars aussi. Après, effectivement, on a tout intérêt, bien sûr, à avancer ensemble sur ces sujets-là. C'est très important. Il y a une question, Barbara, sur la portée réglementaire de ces zones humides. Alors, la portée réglementaire. Aujourd'hui, il y a 2 types de zones humides. Il y a ce qu'on appelle les zones humides probables et les zones humides effectives, ex-zone humide avérée. Donc, sur tout ce qui est zone humide probable, il n'y a pas de réglementation. Sur tout ce qui est zone humide effective ou anciennement appelée avérée, il serait question qu'il y ait de la réglementation. Après, le contexte législatif est tellement en train d'évoluer, c'est tellement sous les feux des projecteurs en ce moment que je ne peux pas m'engager. Surtout que nous, à l'IGN, on est neutre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne légifère pas du tout à l'IGN. Nous, notre travail, c'est de donner des outils de connaissance. Mais ce n'est pas du tout nous qui sommes à l'origine de la législation, ni même informés directement de la législation. Donc, pour le moment, il était question effectivement qu'il puisse y avoir une législation qui s'applique donc sur les zones humides effectifs ex-avérés, mais c'est très difficile avec le contexte de s'engager. Si quelqu'un a d'autres informations, par contre, je suis preneuse. Alors, il y a une question aussi sur le SIG réseau zones humides qui a été fait par l'Université de Rennes, Patrinat, INRAE. Est-ce que la cartographie est en lien avec la prélocalisation de ces zones humides de 2023? Oui, complètement. C'est vrai que quand j'ai mis notamment de données de la BD Topo et de données des DREAL, mais bien évidemment, notamment sur toute la partie zone humide probable, on travaille avec les travaux qui ont été réalisés par l'Université de Rennes, par l'INRAE et par Patrinat, l'UMS Patrinat, bien évidemment. Oui. C'est toujours le même commanditaire, hein, c'est toujours l'ADEB. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut continuer. On continue? Ok. Alors, je vois qu'on est dans le délai, hein, donc il n'y a plus que Ah, cette c'est bien, slide-là. ouais. Ouais, ouais. Donc, je ne veux pas vous retenir. Donc, globalement, donc, autour de l'eau, donc, on a 3 commanditaires. Donc, nos 2 ministères de tutelle et l'OFB, qui est aussi un partenaire technique. Donc, on travaille concrètement avec vous. Au bénéfice, donc, côté hygiène, donc, de toute la sphère eau et de l'ensemble des citoyens, avec en termes de programme d'action, donc, le thème hydro de la BD Topo pour tous, la BD Topage pour les experts, les BCAE donc en réponse à la PAC. Donc il est question qu'il y ait des simplifications, qu'il y ait de l'uniformisation, qu'il y ait une convergence bien sûr entre nos 2 ministères de tutelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait tout en tout cas à notre niveau pour tendre vers ça. Et sur d'autres plans, donc l'INPE, l'Inventaire national des plans d'eau, et le projet de cartographie nationale des zones humides. Pour répondre donc demain, après-demain, à des enjeux toujours plus complexes autour de l'eau, pourquoi pas dans le cadre du jumeau numérique. Barbara, il y a une question par rapport à les zones humides effectives. Est-ce que ce sera opposable, cette cartographie? Qu'est-ce que vous voulez dire par opposable? Ah, j'imagine que c'est lié à la réglementation. Emma, tu peux préciser? Oui, désolée, je suis un peu malade, donc j'espère que vous arriverez à me comprendre. Oui, oui, oui. Mais en fait, je posais cette question, c'est parce que souvent on utilise les cartographies de zones humides, notamment dans les documents d'urbanisme. Et Oui. donc, je voulais savoir si dans ce cadre-là, cette couche avait une valeur un peu, on va dire, opposable pour ces documents d'urbanisme ou pas. J'ai envie de vous répondre normalement oui,
Mais ça D'accord. change tellement. Nous, dans le territoire de Belfort, lorsqu'on nous a demandé de faire remonter cette cartographie, on nous a dit que oui, ça allait servir à imposer de nouvelles contraintes, interdiction de retourner les prairies humides, interdiction de les drainer. Donc, ça a une conséquence derrière réglementaire. D'accord. Mais du coup, en fait, ce que enfin, j'ai pas trop saisi la différence entre la cartographie que vous allez produire là et celle qui est déjà sortie de prélocalisation des zones humides seuillées. Enfin, celle où il y a déjà des seuils où normalement les zones humides non effectives sont déjà éliminées. Enfin, j'arrive pas trop à saisir la différence. Nous, ce qu'on dispose en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la cartographie de l'ADREAL, mais qui n'est pas opposable, qui s'intéresse aux zones humides supérieures à 1 hectare et qui a été élaborée surtout à partir d'éléments bibliographiques, de connaissances, de cartographie, etc. Donc, elle n'a pas une grande valeur par rapport à la réalité de terrain. Vous pouvez très bien aller sur le terrain où la zone est cartographiée par la DREAL et vous savez clairement pas de zone humide. Et inversement, on découvre régulièrement des zones humides qui font parfois d'ailleurs plus d'1 hectare, qui après expertise en application de la règle de 2008, ça Oui. va être des zones humides. C'est surtout pour nous un outil qui nous permet de dire, par exemple, sur le territoire de Belfort, ce sont des zones où potentiellement on peut avoir des zones humides, mais elle n'a plus de valeur d'outil au niveau des services, quoi. D'accord. Mais et la cartographie de 2023 également, c'est pas, enfin, parce qu'elle est quand même assez, enfin, a priori assez précise. La nouvelle cartographie justement qu'on nous demandait de faire, c'est d'essayer, nous, à notre niveau, de trouver toutes les zones humides qui ont été expertisées, mais on a en application de ce fameux arrêté Mhm. ministériel de 2008 qui définit comment on délimite des zones humides, si on avait la connaissance. On a certains PLU qui ont fait en partie ce travail sur des parcelles qui étaient prévues à la construction. Mhm. Les élus ont souvent fait appel à des bureaux d'études pour dire s'ils étaient si ces parcelles étaient sur des zones humides, et ces expertises ont été faites conformément à l'arrêté de À 2008. l'arrêté, d'accord. Tout bureau d'études, toute expertise qu'on peut être fait dans différents cas, on nous demandait de récupérer ces informations, de les cartographier, mais ça ne représente pas non plus des surfaces très importantes, mais c'était un début pour créer une carte avec des zones humides qu'on qualifie aujourd'hui d'effectives par rapport à celles qui sont potentielles, quoi. D'accord, ok. Nous, on n'a pas énormément d'expertise de ce type-là, quoi. D'accord. Donc en fait, Pour ça répondre- sert de validation pour confirmer la carte qui va sortir en 2024, si j'ai bien, si je comprends bien. Enfin, pour l'instant, tout ça est mis quand même un peu en suspens parce qu'on s'aperçoit Ouais. que c'était pas simple et que du Ouais. coup, nous, au territoire de Belfort, on va faire remonter en fin de compte très peu de parcelles, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. On a Oui. quand même un département, on a quand même des surfaces relativement importantes de zone humides. On a une Mm. capacité à avoir des sols hydromorphes, donc à avoir des surfaces en zone humide relativement importantes. Et donc, si on compare cette espèce de carte de zone humide effective, on est très très loin de la réalité. D'accord. Merci. Pour compléter par rapport à la différence avec la carte donc, qui a été produite par l'Université de Rennes, UMS Patrinat et l'INRAE, on était sur une carte statistique. Et nous, on est sur une carte qu'on va appeler cartographique. Donc, c'est pas la même présentation, en fait. C'est pas la même précision, c'est pas les mêmes usages, c'est d'autres informations, en fait. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Barbara. Merci. Je vous propose, on a dépassé un petit peu. Pour autant, ce que je vous propose, c'est peut-être une dernière question en direct. Est-ce que quelqu'un a une interrogation? Non, a priori. Alors, très simplement, merci Vincent, merci Barbara pour vos interventions. Mhm. Toute question, vous n'hésitez pas, on fait un petit peu comme d'habitude. Vous pouvez me les relayer et elles seront relayées aux intervenants et on réalimentera une petite séquence de diffusion post-webinaire. Dans tous les cas, au vu de la densité des éléments présentés, voilà, on avait bien l'intention de prolonger, de prolonger cet échange qui, somme toute, est assez bref, hein, parce qu'on avait déjà l'idée qu'une heure, ça allait être relativement court. Mais de prolonger tout ça, et puis voilà, il y a tout un ensemble de choses que Vincent
que l'intervention de Vincent était, voilà, il y avait des choses à consulter, à regarder, Oui, voilà, c'est beaucoup de voilà. documents à revoir. Oui, tout à fait. Donc voilà, nous, ce qu'on Posé. va faire au niveau du RGMA, on va bien évidemment, on a pris connaissance d'une partie des choses qui ont été évoquées par Vincent, mais on va reprendre connaissance des éléments complémentaires et des éléments pour vous faire une sorte de petite synthèse, de petits éléments d'orientation par rapport à, voilà. Juste, et puis à la limite, je laisserai la parole aux invités pour conclure, mais juste, vous n'hésitez pas, hein, vraiment à questionner, à réinterroger. Je pense maintenant désormais directement Vincent, que vous avez l'occasion de Oui. voir, et Barbara, voilà, merci pour cette proposition. Mais vous n'hésitez surtout pas à les consulter directement et à les réinterroger par rapport à tout ça. Voilà. Vincent, peut-être Barbara, hein, c'est peut-être moins fréquent, mais tant qu'intervenant, je vais vous laisser fermer le webinaire. Barbara, toi l'honneur, oui. Bah, écoutez, moi je vous dirais juste merci beaucoup parce que c'est très intéressant et puis on a besoin de vos remontées, on a besoin de vos partages, pour savoir si on est dans le vrai et si ça répond bien à vos attentes. Donc n'hésitez pas à me contacter directement ou via Vincent et moi dans la mesure du possible, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Je suis pas toujours très réactive sur les mails, donc n'hésitez pas, si je réponds pas à un mail tout de suite, à me relancer, mais en tout cas, je le ferai avec plaisir. En tout cas, moi, ça montre aussi le lien. Barbara, merci hein, de ton intervention parce que ça montre aussi le lien entre la région et le national. Que le délégué régional, il n'est pas isolé du tout et c'est lui qui fait le pont, c'est lui qui fait des remontées, c'est lui qui fait des alertes, c'est lui qui fait des liens, notamment avec des têtes de réseau comme le vôtre. Et c'est très important d'avoir ce regard. Derrière mon intervention, il y avait aussi des messages subliminaux du deuxième degré. Je vois Céline, je vois Benjamin, je vois Jean-Noël utiliser du LIDAR. Et comme la région ne veut pas financer le LIDAR, je ne sais pas s'il se pose toujours la question à quoi ça sert, mais comme vous êtes utilisateur, nous, on a besoin aussi d'avoir ces remontées, ces exemples d'utilisation. Alors, ça peut être fait dans le cadre de séminaires, mais merci Céline, par exemple, d'avoir transmis des documents sur la valorisation du LIDAR du Morvan. Et tous ces exemples-là, on a besoin de les mettre en lumière, de les valoriser, de montrer les valorisations, de les agglomérer quelque part pour avoir un argumentaire, notamment pour trouver des financements. Et puis, donner aussi envie d'utiliser de la donnée, que ça soit sur l'eau, que ça soit sur le LIDAR, que ça soit sur l'occupation du sol. Euh, toutes ces utilisations, nous, partir des besoins, on a vraiment cet intérêt en commun de mettre en lumière ces usages. Et je trouve que sur la plateforme vidéo, on n'a plus ce regard-là. C'est pourtant un portail de la connaissance, mais on n'a pas l'entrée-usage. Et ça, je cherche un peu un lieu commun, ça peut être sur Osmose, hein, mais une plateforme où on peut puiser des exemples de valorisation, de recherche, de travaux à partir des données entrantes produites par l'IGN. J'ai mis en lien un tableau qui peut être rempli en ligne. Tout le monde peut mettre son nom et je l'ai fait pour Réserve naturelle de France. C'est pour mieux vous connaître également. C'est de savoir votre niveau de connaissance en LIDAR, votre niveau d'utilisation des données IGN et vos outils. Si vous utilisez plus des outils libres, des outils métiers, des outils, vous passez par un prestataire, business géographique ou voilà. Et c'est surtout pour mieux répondre à vos besoins et aussi vous solliciter le cas échéant sur des sujets qui concernent les flux, qui concernent les problèmes qu'on peut avoir avec des bascules qu'on peut rencontrer. Mais c'est surtout mieux connaître les participants et les utilisateurs des données. Et c'est plutôt pour un usage interne. C'est pas du tout partagé. Mais cette base est très, très riche pour nous parce que ça nous permet de savoir les compétences
notamment. On, On a je- l'intention de faire un séminaire LIDAR, par exemple, en automne, avec la Maison des sciences de l'homme. Et évidemment, on va rechercher des retours d'expérience, des interventions. Jean-François, on en a parlé sur le LIDAR, hein, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire. Alors, oui, alors peut-être on sort du cadre webinaire. Effectivement, merci à tous ceux qui sont restés présents. Et puis là, on va peut-être engager une conversation un petit peu parallèle. Mais oui, au niveau du RGMA, il y a un vrai besoin clairement identifié sur l'usage des données LIDAR, mais vraiment sous un côté formation. Formation au sens un peu plus strict, hein. Voilà, comment j'utilise ça avec, voilà, on travaille sur des éléments. Alors, on sait, Vincent, tu me dis si je me trompe, que vous avez des actions de formation qui vont dans ce sens. Je me trompe ou pas? Avec des gens chez vous qui abordent des éléments de formation sur le LIDAR et la manipulation des données Oui, LIDAR. Je me trompe pas, hein, Vincent, oui, on est oui, bien il y d'accord. a justement une Voilà. proposition d'accompagnement, oui, oui, Et qui va monter, oui. avec des éléments d'accompagnement. Alors nous, ce qu'on voudrait, alors on s'en parle un peu en direct parce que voilà, on s'en parle un peu en direct, Vincent, puis devant tout le monde, hein, mais à un moment donné, l'idée, c'est que nous, on a pré-identifié des usages, comme tu fais, on a pré-identifié des montées en compétences, des besoins. Et à un moment donné, voilà, moi je reviendrai vers toi pour croiser à un moment donné déjà ce qui est fait, ce que vous faites, ce que vous allez faire, et voir Oui, comment on peut peut-être oui, affiner et vraiment rentrer dans des temps bien spécifiques, oui, pour peu que vous soyez partant. Parce que complètement. voilà, et puis que vous ayez la ressource, et je pense que a priori vous l'avez. On verra comment s'il faut la compléter avec un expert GEMA, GEMAPI, hein, voilà, pour donner la couleur, etc. Ou en tout cas bien vous accompagner sur aussi la couleur de l'intervention et par rapport à des éléments de contexte GEMAPien au sens large. Enfin voilà, pardon, hein, pour tout le monde, on exprime quelque chose qui est plutôt de l'ordre du travail, qui est un peu background, mais bon, au moins voilà, on est clair. Donc il y a effectivement ce séminaire qui arrive, et puis il y a aussi ce travail et cette volonté d'avoir quelque chose voilà, qui réponde bien aux attentes et qui soit éventuellement en grande partie co-construit, quoi, par rapport à la formation entre guillemets usage de données LIDAR. Voilà. Je me permets, dans la foulée, Vincent, je mettrai Oui, tout de suite, dès la fin d'après-midi, le calque, le board, là, le oui, framacalque, excuse-moi, je vais y oui, arriver, le oui, oui, oui. framacalque que tu as communiqué sur le chat, hein, pour que tout le monde Voilà, c'est ça. et Le on s'en remplisse. rappellera bien le principe et ça fera, voilà, pour tous les participants encore, pour tous les collègues qui sont encore présents, bah, ça fera partie d'un Mm. premier mail consécutivement à ce temps. Voilà. Voilà, et ben voilà, je vous propose, eh ben, je vais quand même conclure alors. Vas-y, vas-y, Jean-François. Merci, merci d'être aussi nombreux aussi. Merci à tous. Et puis, vous n'hésitez pas. Et puis, voilà, faites toute forme de remarques, de questions, d'interrogations par rapport à tout ça. Et je pense qu'on aura voilà, un élément un petit peu plus, certainement plus ciblé encore et sur certaines thématiques avec, enfin, voilà, obligatoirement dans l'année, il y aura obligatoirement un peu plus de liens que l'année antérieure, à mon avis. Voilà, juste pour le dire. Oui. Voilà, merci à tous. Et puis, si voilà, pas d'éléments particuliers, ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous.